Speak, prosodie rate égale 90%. Pouvez-vous imaginer un roi capable d'avertir 1000 soldats? L'histoire de Samuel de Bulgarie et sa punition brutale vous laisseront à bout de souffle. Découvrez la vérité derrière cette légende sombre et sanglante. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Je parle de Samuel, un roi bulgare du Xe siècle, un personnage enveloppé dans des légendes aussi sombres que fascinantes. Son histoire n'est pas réduite aux batailles et aux conquêtes. C'est une tapisserie tissée avec des fils de pouvoir, de religion et surtout, du mystère. Qu'y a-t-il derrière la silhouette de Samuel? Un monarque pieux ou un tyran impitoyable? La légende que je vais vous dire aujourd'hui vous fera tout remettre en question. Beaucoup se souviennent de lui pour son courage, pour la reconquête de territoires perdus devant l'Empire byzantin. Mais des actes cruels sont également attribués, des décisions que même aujourd'hui continuent de générer un débat. L'histoire est parfois écrite avec de l'encre sanguine et des ombres. Et Samuel est plein des deux. L'énigme autour de Samuel se nourrit de la pénurie de sources primaires fiables. Les chroniques de l'époque sont souvent contradictoires, laissant une large marge d'interprétation pour la spéculation. Qu'est-ce qui est vrai et quelle est la légende de l'histoire de ce roi énigmatique? Imaginez le Xe siècle. La Bulgarie, un royaume dynamique mais aussi instable, étendu par les Balkans. À une nord, les puissants magyars ont pressé leurs frontières, menaçant des incursions constantes. À l'ouest, l'Empire byzantin, avec son énorme pouvoir militaire et sa diplomatie complexe, était un voisin en même temps allié et rival. Samuel, au milieu de tout cela, a dû faire face à la géopolitique complexe de son temps. L'Empire byzantin, avec sa capitale à Constantinople, était une force dominante. Ses ambitions impériales sont constamment entrées en collision avec celles de la Bulgarie. Pensez à des alliances fragiles, dans des trahisons inattendues, dans le besoin constant de maintenir l'équilibre des pouvoirs pour éviter une grande guerre à l'échelle. La menace constante de l'expansion byzantine était une réalité que Samuel connaissait très bien. Au-delà de l'Empire byzantin, les Magyars, un peuple nomade d'origine asiatique, représentaient une autre menace. Ces incursions rapides, leur capacité à se mobiliser rapidement, ont constamment testé les défenses bulgares. Samuel a dû déployer ses armées pour défendre les frontières du Nord, dépenser des ressources vitales et l'énergie politique pour garder ses formidables guerriers à distance. Mais revenons au Xe siècle. Au milieu de cette instabilité, un personnage clé émerge. Samuel. Son ascension au pouvoir n'a pas été facile. Venant d'une famille noble, mais pas le plus puissant, Samuel a fait son chemin à travers l'intrigue et la guerre. Imaginez les batailles, les alliances brisées, les trahisons, tout pour atteindre le sommet. Une fois sur le trône, Samuel a proposé un objectif ambitieux: reconstruire et étendre le royaume bulgare. Après la chute de la première Bulgarie, l'empire était en ruine, divisé par les guerres et les invasions. Samuel a vu l'occasion de restaurer sa gloire passée. Pour vous, que signifie reconstruire un empire en ruine? Son règne a été marqué par des guerres continues contre l'Empire byzantin, son principal rival. Samuel rêvait non seulement de récupérer des territoires perdus, mais aussi de créer un empire bulgare plus grand et plus puissant que jamais. Et elle voulait laisser une marque indélébile dans l'histoire, une légende qui a transcendé les générations. Ses ambitions étaient aussi vastes que les territoires qu'il aspirait à conquérir. Et elle ne s'est pas contentée d'une simple survie, il voulait la domination. Pour Samuel, il n'y avait pas de chemin facile vers la grandeur, juste une lutte constante contre les ennemis puissants et la nécessité de forger son propre destin. Pensez-vous que Samuel a atteint son objectif? Son ascension a coïncidé avec la menace croissante de l'Empire byzantin, une soif géante pour récupérer les territoires perdus. Imaginez la tension. Deux empires, tous deux puissants, tous deux avec des revendications sur les mêmes terres fertiles des Balkans. Pour vous, la jeune Bulgarie a été une lutte pour la survie, une danse constante entre diplomatie et guerre. L'Empire byzantin, avec son armée disciplinée et sa supériorité technologique, représentait une menace constante. Pensez à la peur, à l'incertitude que la population devrait ressentir face à la rumeur d'une nouvelle incursion byzantine. Chaque victoire de Samuel était une petite lumière d'espoir au milieu de l'obscurité. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais Samuel n'était pas un homme facilement intimidé. Sa ruse et sa capacité militaire lui ont permis de faire face à l'ennemi puissant, obtenant des victoires qui ont surpris les leurs et étrangers. N'oubliez pas que chaque bataille était un pari risqué, une lutte pour la survie de son peuple. Les tensions entre les deux empires étaient palpables, une lutte constante pour le pouvoir et l'influence dans les Balkans. Pour vous, il est facile de comprendre que ce conflit n'était pas seulement une guerre pour les territoires, mais une lutte pour l'identité et la souveraineté de la Bulgarie. Mais revenons à Samuel. Et la tension entre la Bulgarie et le Byzance était palpable, une guerre constante qui a laissé une trace de mort et de destruction. Vous pouvez imaginer les combats de cloches, le choc des épées et le rugissement des armées. Pensez à la dévastation qu'ils ont laissée sur leur chemin, les villages des lamas, les champs rasés, la faim et la maladie traquant les survivants. Les conséquences de ces guerres ne se sont pas limitées aux champs de bataille. Et la population a beaucoup souffert. Imaginez l'impact sur l'économie. Les récoltes perdues, le commerce interrompu, la pénurie de ressources de base. Des maladies telles que la peste s'étendent rapidement parmi les civils, affaiblissant davantage le royaume. Les familles se sont séparées, les maisons ont été détruites et la culture a été menacée. Pensez à la perte de la vie humaine,
À l'impact psychologique de la guerre constante. L'instabilité politique a été une autre conséquence directe. Les rébellions internes et les difficultés affaiblissant davantage l'État bulgare, créant un bouillon de culture pour la méfiance et la peur. Imaginez la bataille de Clédion, année 1014. L'armée byzantine, dirigée par Basilio II, a été entourée. Samuel, le tsar bulgare, a fait confiance à la victoire. Ses troupes, féroces et nombreuses, avaient coincé l'ennemi. La victoire semblait sûre. Un triomphe qui scellerait son héritage pour toujours. Mais la guerre, comme vous le savez, se comporte rarement comme nous nous attendons. Les Byzantins, bien que dépassés en nombre, ont résisté à une férocité inattendue. Et la bataille était sanglante et brutale. Une boucherie où la mort planait sur chaque guerrier. Malgré leur supériorité apparente, les troupes bulgares ont commencé à vaciller. Et la résistance byzantine est devenue plus difficile, et la victoire qui semblait si proche a lentement disparu. Enfin, l'armée byzantine a fait son chemin, brisant les lignes bulgares. Samuel, voyant la défaite imminente, a ordonné le retrait. Mais la victoire, si douce au début, est devenue une tragédie amère. L'évasion a été transformée en massacre, des milliers de soldats bulgares tombant sous les épées ennemies. Et c'est là que l'histoire devient vraiment terrible. Basilio II, dans sa cruauté, a ordonné aveugler 15 000 prisonniers bulgares. Seulement 100, sur une centaine d'hommes, ont conservé un œil pour guider leurs compagnons aveugles en Bulgarie. Une image horrible, non. Un triomphe militaire qui est devenu une atrocité, une victoire pyrrhique qui marquerait à jamais l'histoire de la Bulgarie. Mais la victoire est devenue cendre dans la bouche. Entouré, vaincu, Samuel, le puissant tsar, a été fait prisonnier. Imaginez l'humiliation. Empereur Basilio II, impassible, devant son ennemi vaincu. Il n'était plus le leader invincible, le roi qui a contesté l'Empire byzantin pendant des années. Maintenant, il n'était qu'un vieil homme vulnérable, à la merci de son rival implacable. La défaite militaire n'était que le début de sa souffrance. Basilio II, dans un acte de cruauté calculée, a ordonné une punition terrible. N'oubliez pas cette image. Les yeux de Samuel, pleins de l'amertume de la défaite, regardent un avenir incertain. L'humiliation n'était pas seulement physique, mais une blessure profonde dans sa fierté et dans son âme. L'impact psychologique était dévastateur. Pensez au poids de son empire perdu, de ses rêves brisés, de la trahison de la fortune. L'image de ces soldats aveugles, symbole de sa défaite, est devenue un cauchemar récurrent. L'humiliation a été enregistrée dans son esprit, un tourment constant qui l'accompagnait jusqu'à la fin de ses jours. L'humiliation de Samuel ne s'est pas terminée là. Basilio II, un homme connu pour sa cruauté calculée, avait un plan pour marquer son ennemi pour toujours. Vous imaginez la scène. Des centaines de soldats bulgares, les yeux de Samuel coincés dans le sien, attendant le verdict de l'empereur byzantin. Une décision qui changerait l'histoire, une décision qui serait débattue entre la réalité et la légende pendant des siècles. Prosodie. Speak. Speak. Prosodie rate égale 90%. La légende dit que Basilio II a ordonné aveugler 1000 soldats bulgares. Un acte brutal. Un symbole de pouvoir et un avertissement à tout avenir rebelle. Mais est-ce vraiment arrivé? Les historiens discutent si c'était une réelle punition ou une exagération pour nourrir la propagande impériale. Peut-être que la figure de 1000 soldats est une métaphore du résultat désastreux de la rébellion bulgare. Soyez vrai ou légende, l'histoire de la cécité de 1000 soldats a été enregistrée dans la mémoire collective. Et elle est devenue un symbole du pouvoir impitoyable de l'Empire byzantin et de l'humiliation subie par le peuple bulgare. Imaginez l'impact de cette image. Une armée privée de vue, une image qui perdure dans le temps comme un témoignage d'une brutalité extrême. Mais à quel point cette histoire est vraie? Vous vous demanderez si un tel massacre s'est vraiment produit. Et la vérité est que les sources historiques sont, comme tout dans l'histoire, un peu ambiguës. Nous avons des chroniques byzantines, bien sûr, qui décrivent la victoire de Basile et l'humiliation de Samuel. Mais ces chroniques, écrites du point de vue du vainqueur, peuvent être partielles, exagérant l'ampleur de la défaite bulgare de glorifier son empereur. Il existe d'autres sources, moins directes, qui nous donnent des indices. Les textes ultérieurs, écrits des siècles plus tard, mentionnent l'événement, mais souvent avec des variations. Certains parlent de centaines de soldats aveugles, d'autres de milliers. Ces écarts nous font douter. Était-ce une exagération de propagande de démoraliser l'ennemi? Ou la mémoire collective a exagéré le nombre de victimes au fil du temps? L'absence de sources bulgares contemporaines à l'événement complique encore la reconstruction des faits. Imaginez à quel point il serait difficile d'obtenir une version objective de l'histoire si nous n'avions les histoires des vainqueurs. Par conséquent, l'histoire de la cécité des soldats bulgares reste un mystère, une énigme enveloppée dans le brouillard de l'histoire, avec plus de questions que de réponses. Mais que signifie la cécité dans ce contexte? Ce n'est pas seulement une cruauté physique, mais un symbole puissant. Considérer la cécité comme la perte de vision, mais aussi comme la perte du guide divin, l'incapacité de voir la vérité ou la justice. Pour certaines interprétations, il représente la perte de compréhension, la soumission aveugle à un leader tyrannique ou l'incapacité de discerner entre le bien et le mal. Dans d'autres versions, la cécité des soldats pourrait être une métaphore de la punition divine. Samuel, un roi puissant mais peut-être impitoyable, aurait pu engager la colère de Dieu. Et sa punition, la cécité de son armée, serait une manifestation visible de la colère divine, un rappel de la fragilité du pouvoir terrestre contre la force supérieure. Peut-être que la cécité n'est pas littérale,
mais une représentation allégorique. Imaginez une armée qui, bien que physiquement intacte, est devenue incapable de discerner le bon chemin, aveuglée par l'ambition, la corruption ou la loyauté aveugle à un mauvais leader. Ce serait une cécité morale, une perte de discernement qui mène à la ruine. Imaginez l'impact. Des milliers de soldats, soudainement, inutiles pour la guerre. Et la force militaire bulgare s'est affaiblie à la fois. Pensez à la logistique. Se nourrir, s'habiller et prendre soin de tant d'hommes aveugles représentait un énorme fardeau pour le royaume. Des ressources qui n'étaient plus disponibles dans d'autres domaines cruciaux, tels que la défense ou la construction. L'économie du royaume en voulait. Et la perte de soldats signifiait une capacité de perception fiscale inférieure, car de nombreux paysans, anciennement guerriers, ne pouvaient plus contribuer. Les conséquences politiques ont été immédiates. L'autorité du roi a été remise en question, non seulement pour sa cruauté, mais aussi pour son inefficacité dans la gestion des ressources et la défense du royaume. La morale de l'armée a subi un coup dur. Et la brutalité de la punition a semé la peur et la méfiance entre les troupes. Qui pourrait faire confiance à un leader capable d'une telle atrocité? L'efficacité des futures campagnes militaires a été compromise, car la peur de la cécité pouvait paralyser les soldats pendant le combat. Imaginez comment cet événement était représenté à l'époque. Y a-t-il des peintures ou des icônes qui montrent à Samuel, peut-être imposant leur punition? Nous ne trouvons peut-être pas des représentations directes de la cécité de masse, mais nous pouvons rechercher des indications dans l'art du siècle bulgare. Pensez aux détails. Les batailles avec des soldats incapables sont-ils représentés? A-t-il une allégorie qui suggère la perte de force militaire? La recherche de ces indices est cruciale pour comprendre comment cet événement a été historiquement perçu. Et à prosodie, speak. Prosodie rat égale 90%. L'iconographie religieuse de l'époque pourrait offrir des clés indirectes. N'oubliez pas que le christianisme était la religion dominante. Des images de cécité ou d'obscurité ont-elles été utilisées pour symboliser une sorte de punition divine ou la fragilité de la puissance terrestre? Analysez la symbologie des œuvres de l'art bulgare de l'époque. Même ceux qui ne se réfèrent pas directement à l'événement peuvent révéler des informations précieuses. Recherchez des motifs, des symboles et des représentations qui peuvent faire référence à la cécité des soldats. Bien sûr, l'interprétation historique de ces représentations artistiques est fondamentale. Nous ne pouvons pas supposer que chaque image a un lien direct avec la punition de Samuel. Une analyse minutieuse est nécessaire, compte tenu du contexte historique, des conventions artistiques de l'époque et de l'influence possible de la propagande ou de l'interprétation ultérieure des faits. N'oubliez pas que l'histoire est également construite par l'interprétation de l'art. Mais qui vraiment Samuel pour toi? Un héros qui a consolidé le premier empire bulgare, élargissant ses frontières et faisant face à de puissants ennemis tels que l'empire byzantin. Ses victoires militaires, leur capacité à organiser une armée et son leadership incontestable sont des faits historiques incontestables. Les chroniques du temps le peignent en tant que leader charismatique, capable d'inspirer la loyauté et le courage de ses troupes. Cependant, l'image du héros est contrastée par les accusations de cruauté et de brutalité. La cécité des soldats byzantins n'est qu'un exemple de leur gravité. Un acte qui, bien que efficace d'un point de vue stratégique, révèle une facette sombre de leur personnalité. Pour vous, les médias justifient-ils dans ce cas? Ou l'histoire jugera-t-elle davantage Samuel pour ses méthodes que pour ses réalisations? Son héritage est toujours l'objet du débat aujourd'hui. Certains le considèrent comme un grand souverain, un constructeur d'empire, un défenseur de la culture bulgare. D'autres, en revanche, le considèrent comme un tyran impitoyable, responsable d'innombrables souffrances. La vérité est probablement à un point intermédiaire. Un mélange complexe de succès et d'erreurs, de gloire et d'atrocité qui définissent la figure d'un leader complexe. Mais que disent les chroniques byzantines? Ils peignent naturellement une image très différente. Pour eux, Samuel n'était pas un héros, mais un barbare, un usurpateur qui a osé défier le pouvoir légitime de l'empire. Imaginez ces histoires. Une armée bulgare sauvage, dirigée par un tyran ambitieux, menaçant la civilisation et l'ordre établi. Notez comment la réalité est déformée à travers vos yeux. Leurs descriptions des batailles sont pleines d'exagérations, minimisant les victoires bulgares et agrandissant les leurs. Pensez à un parti pris inhérent. Les vainqueurs écrivent l'histoire, et pour Byzance, Samuel était un ennemi formidable qui devrait être diabolisé pour justifier leur défaite et maintenir l'image de la supériorité impériale. Les contradictions sont évidentes lors de la comparaison des sources byzantines avec d'autres, comme les rares chroniques bulgares qui ont survécu. Alors que Byzance met en évidence la cruauté de Samuel, ces autres sources brossent un panorama plus complexe, montrant un leader capable, même s'il était impitoyable dans la guerre. Qui vous dit la vérité complète? La réponse, comme c'est généralement le cas, est probablement quelque chose au milieu. Mais revenons à Clédion. Pour vous, cette bataille n'était pas seulement un massacre, ce fut un tournant. Imaginez l'impact. L'armée byzantine, jusque-là invincible, vaincue. Empereur Basilio II, humilié. Soudain, le pouvoir des Balkans avait changé de main. Le premier empire bulgare, sous le commandement de Samuel, était devenu une force dominante. Pendant des siècles, Byzance avait dominé la région, imposant sa volonté. Maintenant, l'équilibre se pencha. Samuel avait non seulement gagné une bataille,
Il avait gagné une guerre psychologique, et la peur avait pris le contrôle de l'Empire et la réputation de l'invincibilité des Byzantins s'était brisée. Vous pouvez comprendre la terreur qui a causé le cœur des empereurs. Ce changement de pouvoir n'était pas seulement un problème militaire, ce fut un coup pour le prestige de Byzance, qui s'étendait au-delà des champs de bataille. Le contrôle politique de la région a été ébranlé à ses fondations. Les alliances ont éclaté. Les territoires ont changé de main et une nouvelle réalité a remporté les Balkans. Et la victoire de Samuel a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire, où la Bulgarie était une puissance régionale. Lien prosodie, 15 pic. Spic, prosodie rate égale, 90%. Mais imaginez la vie après Clédion, pour un simple villageois bulgare. Vous, travaillant sur la terre, avec des outils rudimentaires, sous un soleil implacable. Vos mains, bronzées pour un travail constant, grattant la terre dure pour obtenir une subsistance quotidienne. La récolte, l'espoir d'une année sans fin, un avenir incertain dans l'immense ciel de Bulgarie. Votre famille, autour d'un incendie, partageant un simple pain et un repas de légumes. Les histoires de vos ancêtres, transmises de génération en génération, vous unissent à l'histoire de votre peuple. La nuit, sombre et pleine d'étoiles, un manteau qui couvre l'immobilité du village, tandis que le son des grillons accompagne vos rêves. Commerce, un échange de petite échelle lent et petit. Les artisans, travaillant avec leurs mains, créant des objets avec du bois, du métal ou du tissu. Leurs compétences, héritées de génération en génération, façonnent la vie quotidienne. L'Église, centre de la communauté, où la foi vous offre du réconfort et de l'espoir dans les moments difficiles. Guerre, une réalité constante. Bien que la bataille de Clédion ait été menée loin, ses conséquences se sont étendues dans tout le pays, affectant chacun de ses coins. Et la possibilité d'être appelé au rangé, de quitter votre maison et votre famille, toujours présente dans votre esprit, une ombre qui a assombri votre vie quotidienne. Mais retournez à votre vie. Pouvez-vous imaginer la force de l'armée bulgare? Ce n'était pas seulement des paysans à lance. Il y avait une organisation hiérarchique, avec comme et Stratigo aux commandes, commandant des unités de cavalerie légère et lourde, en plus de la redoutable infanterie. Ils étaient des experts dans les tactiques d'embuscade et la guérilla, profitant de la terre de montagne de leur patrie. Ces armes étaient mortelles. Épée incurvée, parfaite pour la coupe et la déchirure, les longues lances pour garder l'ennemi à distance et composer des arches qui ont lancé des flèches avec une précision mortelle à de grandes distances. Et la cavalerie, rapide et agile, était la clé de ses flancs et de ses tactiques de persécution, tandis que l'infanterie, disciplinée et bien entraînée, a formé des lignes de défense impénétrables. Pensez au pouvoir d'une telle armée, capable de faire face à des armées beaucoup plus nombreuses. Sa connaissance du terrain, son habileté avec les armes et sa forte discipline ont transformé les soldats bulgares en une force redoutable, capable de résister et de prévaloir dans les batailles les plus sanglantes. Une armée qui, comme vous le verrez, a joué un rôle crucial dans l'histoire de votre pays. Mais l'armée bulgare, aussi puissante, faisait face à un géant. Nous parlons de l'Empire byzantin, avec sa machine de guerre incomparable. Imaginez la différence. Vous, avec vos fidèles soldats, contre une armée qui vous a dépassé dans un numéro écrasant. Ce n'était pas un combat équitable, pas même une bataille. C'était une avalanche imparable. Les Byzantins, avec leur expérience dans les campagnes militaires à grande échelle, pourraient mobiliser des légions entières. Alors que vous en aviez quelques milliers, ils avaient des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de soldats. Cette différence numérique était un facteur décisif, une ombre sombre sur vos possibilités de victoire. Pensez à la logistique. Se nourrir, équiper et maintenir une si grande force était un défi monumental pour vous. Mais pour l'Empire byzantin, c'était une tâche qu'il faisait depuis des siècles. Sa supériorité numérique n'était pas seulement une question de force brute, mais aussi d'organisation et de ressources. Mais avant de parler de la punition de Samuel, nous devons comprendre le contexte. En tant que spectateur, vous devez savoir que le Bulgare du Xe siècle était profondément religieux. Le christianisme, juste adopté, n'était pas seulement une croyance, mais la colle que la société unie. Elle a tout influencé de la politique à la vie quotidienne. Imaginez la profonde foi des soldats bulgares, la certitude que Dieu était de son côté au combat. Le christianisme n'était pas une religion passive. C'était un moteur politique. Le tsar, en tant que représentant maximum de Dieu sur terre, a fondé sa légitimité sur la foi. Son pouvoir, son droit de gouverner, était directement lié à l'Église. Les icônes et les reliques étaient des symboles de pouvoir et contrôlaient étroitement l'Église pour renforcer son autorité. Pensez à la façon dont ce lien entre la religion et le pouvoir est moulé. Et prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. L'Église, quant à elle, avait un grand pouvoir social. Elle a agi comme un centre de charité et de justice. Les monastères apprenaient des centres, préservant la culture et la littérature. Les prêtres étaient des figures influentes dans les communautés, offrant une orientation spirituelle et sociale. Gardez à l'esprit que cette structure religieuse a directement influencé la morale et le comportement des soldats bulgares. Mais revenons à Samuel. Son règne était non seulement caractérisé par la guerre, mais aussi par une floraison culturelle qui, bien qu'éclipsée par les conflits, a laissé un héritage fascinant. Imaginez les manuscrits éclairés, ces livres précieux avec leurs lettres dorées et leurs images vibrantes de saints et de scènes bibliques. Ils reflètent la foi et l'art de l'époque, une façon de préserver l'histoire et la culture bulgare. Pensez à la musique.
probablement joué avec des instruments tels que la flûte, le luth ou le dulcimer. Musique qui accompagnait les cérémonies religieuses, les festivités populaires ou même les chansons des troubadours qui ont traversé le royaume racontant des histoires et des légendes. Et la musique qui, bien que nous ne puissions pas l'entendre directement, résonne dans les descriptions de l'époque et dans l'influence qu'elle avait dans la musique des derniers siècles. Et l'architecture, pouvez-vous imaginer les églises et les palais de l'époque? Imposant des bâtiments, avec leurs dômes et fresques, qui combinaient des influences byzantines et locales. C'étaient des espaces non seulement du culte ou du pouvoir, mais aussi de l'art, avec des mosaïques et des peintures qui racontaient des histoires, représentaient des figures religieuses et reflétaient la richesse culturelle de la Bulgarie à l'époque. Un héritage qui, malgré le passage du temps, dure toujours. Mais comment l'Empire bulgare a-t-il vraiment fonctionné sous Samuel? Son pouvoir s'est concentré sur lui-même en tant qu'empereur, mais avait un réseau complexe de nobles et de fonctionnaires. Imaginez un système hiérarchique, avec elle à la cuspide, entourée de boyards, de puissants propriétaires fonciers qui contrôlaient de vastes extensions de la terre et exerçaient une grande puissance régionale. Ce n'étaient pas de simples vassaux, mais des alliés à leurs propres intérêts, que Samuel a dû rester heureux pour assurer la stabilité du royaume. Dans le cadre des boyardos, il y avait des officiers militaires et administratifs, responsables de la gouvernance des provinces et de l'augmentation des impôts. Réfléchissez à l'importance de la loyauté et de l'efficacité dans ce système. Samuel dépendait de l'obéissance de ses hommes pour maintenir le contrôle de leur vaste empire. Et tout échec dans la chaîne de commandement pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Un système qui, bien que complexe, a travaillé avec une structure hiérarchique bien définie. L'Église orthodoxe bulgare a également joué un rôle crucial, non seulement dans la vie spirituelle, mais aussi dans la politique. Les évêques et le patriarche étaient des personnalités influentes, avec le pouvoir d'influencer l'opinion publique et les décisions de l'empereur lui-même. Samuel a compris ce pouvoir et l'a utilisé pour consolider son autorité et légitimer son règne. Imaginez les intrigues palatiales et l'influence religieuse, des éléments de pouvoir inséparables en Bulgarie médiévale. Mais comment était le système de Samuel avec l'Empire byzantin, son grand rival? L'Empire byzantin, avec sa longue tradition, avait une structure politique beaucoup plus complexe et centralisée. À Byzance, l'empereur n'était pas seulement le chef de l'armée et du gouvernement, mais aussi le chef de l'Église, une figure presque divine avec un pouvoir absolu. Contrairement au système bulgare, où l'influence de la noblesse était plus palpable, à Byzance, il y avait une bureaucratie étendue et très hiérarchique. Les responsables impériaux, soigneusement sélectionnés, étaient responsables de la gestion des différentes provinces et de la collecte des impôts. Ce système, bien que efficace, pourrait également être sensible à la corruption et aux intrigues palatiales. L'armée byzantine, contrairement à l'armée bulgare, qui dépendait en grande partie de la loyauté personnelle envers Samuel, était une force professionnelle et beaucoup plus grande, avec une structure militaire formalisée. Il y avait différentes gammes et hiérarchies militaires, avec des généraux et des officiers hautement qualifiés. Cette organisation militaire professionnelle leur a donné un avantage significatif dans les guerres contre les Bulgares. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égal, 90%. Mais revenons à Samuel. Sa Bulgarie, malgré sa puissance militaire, avait une économie basée principalement sur l'agriculture. Imaginez des champs de blé, d'orge et de millet étendus, cultivés par des paysans qui ont travaillé la terre avec des charrons en bois allongés. Le bétail était également crucial, fournissant de la viande, du lait et des peaux. Vous pouviez voir des bergers conduire des troupeaux de moutons et de chèvres à travers les collines, un paysage qui définissait la vie quotidienne de beaucoup. Le commerce, bien que moins développé que dans l'Empire byzantin, a joué un rôle important. Pensez aux caravanes de marchands qui ont traversé les itinéraires commerciaux, transportant des produits locaux tels que du miel, de la cire d'abeille et de la laine vers les villes et les marchés voisins. L'échange de marchandises était vital pour l'économie bulgare, bien que probablement plus limité que dans les centres les plus riches de l'Empire. Les ressources naturelles ont également contribué à l'économie. Le bois des forêts a servi à construire des maisons, des navires et des outils. Les minéraux, bien que exploités à plus petite échelle que dans d'autres régions, ont fourni des métaux pour l'élaboration des armes et des outils. N'oubliez pas que la richesse de la Bulgarie à l'époque était étroitement liée à la productivité de sa terre et au travail de son peuple. Mais comment était l'économie bulgare avec celle de l'Empire byzantin, son puissant voisin? Pendant que vous voyez des champs de culture en Bulgarie, imaginez la richesse débordante de Constantinople. L'Empire byzantin, avec son contrôle sur les routes commerciales cruciaux, avait accès aux épices, aux soies et autres produits de luxe qui généraient un revenu énorme. Sa monnaie, l'hyperpyro, a été convoitée dans toute la Méditerranée, ce qui lui a donné un immense avantage économique sur la Bulgarie. Son économie était basée non seulement sur le commerce, mais aussi sur une administration fiscale sophistiquée et un réseau efficace de recouvrement d'impôts. Alors que les paysans bulgares ont livré une partie de leur récolte, l'Empire byzantin avait un système beaucoup plus complexe qui a permis une plus grande accumulation de richesses dans les coffres impériaux. Pensez aux taxes sur les terres, le commerce et la production artisanale, toutes méticuleusement organisées pour maintenir les machines impériales en fonctionnement.
Cette différence économique s'est traduite par une puissance militaire supérieure. L'Empire byzantin pourrait se permettre une armée beaucoup plus grande et mieux équipée que celle de Samuel. Alors que les soldats bulgares dépendaient en grande partie de l'agriculture pour la subsistance. Les soldats byzantins ont reçu un salaire régulier et avaient un armement et un équipement de meilleure qualité. Cette supériorité économique se reflétait directement sur le champ de bataille, donnant à Byzance un avantage décisif dans les conflits. Mais de retour en Bulgarie, imagine sa société. Une pyramide complexe avec le tsar sur le dessus, le souverain absolu. Ci-dessous, la noblesse, les boyardos, puissants propriétaires fonciers qui contrôlaient de grandes extensions de terre et exercent une influence considérable sur le peuple. Ce sont eux qui ont conseillé le tsar et dirigé les campagnes militaires. Leur vie était un mélange de luxe et de pouvoir, mais aussi d'intrigue et de lutte pour la vraie faveur. Puis vinrent les paysans, la majeure partie de la population. Et la plupart étaient des agriculteurs qui travaillaient sur la terre, souvent dans des conditions difficiles. Sa vie tournait autour de l'agriculture. Avec peu de chances de monter socialement. Ils étaient le marché du royaume, produisant la nourriture et les ressources que la société a maintenues, mais avec peu ou pas de protection juridique. En dessous des paysans, il y avait des artisans, qui ont produit des produits manufacturés tels que des outils, des armes et des textiles. Bien qu'avec une plus grande compétence que les paysans, ils vivaient toujours dans une position sociale vulnérable, en fonction de la faveur de la noblesse ou du marché. Certains artisans, en particulier les plus qualifiés, pourraient accumuler une certaine richesse, mais leur statut social est resté relativement faible. Enfin, à la base de la pyramide, étaient les esclaves, qui n'avaient pas le droit et étaient à la merci de leur maître. Sa situation était la pire imaginable, avec une vie marquée par un travail forcé et un manque de liberté. Bien que son nombre soit inférieur à celle des autres sociétés contemporaines, sa présence a rappelé la hiérarchie sociale rigide de la Bulgarie médiévale. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Mais comment était la société bulgare avec celle de l'Empire byzantin, son puissant voisin? Imaginez Constantinople, une ville éblouissante, au centre d'un empire riche et sophistiqué. Là, l'empereur, un basileux, a régné avec une puissance presque divine, entouré d'une cour complexe et hiérarchique. Et la noblesse byzantine, avec ses intrigues palatiales et ses vastes propriétés, était très différente de celle de la Bulgarie, bien que les deux aient partagé le contrôle de la terre et de la paysannerie. Alors qu'en Bulgarie, le pouvoir du tsar était basé sur une structure plus féodale, l'empereur byzantin s'est appuyé sur une bureaucratie complexe, un réseau de fonctionnaires et militaires qui ont maintenu le contrôle d'un vaste territoire. Pensez à la différence. Un système plus personnalisé par rapport à une autre institutionnalisée. L'Église orthodoxe a joué un rôle crucial dans les deux empires. Mais son influence sur la vie quotidienne et la politique était encore plus pénétrante. Byzance. Le commerce et la richesse ont prospéré à Constantinople, attirant des marchands de partout dans le monde connu. Cette prospérité contrastait avec l'économie la plus rurale et agraire de Bulgarie, bien que ce dernier ait également ses routes commerciales et ses centres urbains. En résumé, alors que la Bulgarie a été caractérisée par une société plus féodale et rurale, Byzance représentait un empire urbain, sophistiqué et centralisé, avec une bureaucratie puissante et une économie plus dynamique. Mais qu'est-ce qui est vrai dans l'histoire de Samuel? Les chroniques byzantines, écrites du point de vue de l'ennemi, peignent Samuel comme un tyran cruel. Ils parlent de leur conquête impitoyable et de leur vengeance implacable. Cependant, les sources bulgares, bien que rares, ont une image différente et plus nuancée. Et la vérité, comme c'est généralement le cas, est probablement à un point intermédiaire. L'absence de sources bulgares contemporaines entrave la reconstruction objective des faits. Beaucoup de récits que nous connaissons viennent à nous par l'intermédiaire des intermédiaires, filtrés par des préjugés et des agendas politiques. Analyser ces sources avec un œil critique est essentiel pour séparer la légende de la réalité. Vous devez garder à l'esprit que chaque chronique a sa propre perspective et son propre parti pris. Pensez à la cécité des 1000 soldats. Était-ce un acte de barbarie, tel que peint par des chroniques byzantines, ou une stratégie militaire calculée? Peut-être que la vérité est à un point intermédiaire. Dans un mélange de cruauté et de pragmatisme. Peut-être que l'exagération des chiffres est un moyen de souligner le pouvoir de Samuel et la terreur qui a inspiré ses ennemis. L'interprétation des faits dépend de la source que vous consultez et de votre propre perspective. Mais comment interpréter ces chroniques? N'oubliez pas que les sources historiques, en particulier celles écrites par les vainqueurs, déforment souvent la réalité. L'Empire byzantin, l'ennemi de Samuel, avait tout l'intérêt à le présenter comme un monstre, un tyran capable de toute atrocité. Ainsi, leurs actions ont été amplifiées. Leurs motivations ont été déformées et leur image est devenue un symbole du mal nécessaire pour justifier les conquêtes byzantines. La propagande est une arme puissante, non? À l'époque de Samuel, les informations n'ont pas circulé comme aujourd'hui. La version officielle, celle de l'Empire byzantin, était celle qui a atteint plus d'oreilles. Cela a créé un récit qui dure à travers les siècles, influençant la façon dont Samuel est perçu encore aujourd'hui. Pensez à l'impact du contrôle de l'information sur la construction de l'histoire. L'influence du pouvoir est essentielle pour comprendre la manipulation historique. Les puissants, qu'ils soient empereurs ou chefs religieux, ont les moyens de contrôler le récit. Ils peuvent censurer les informations,
promouvoir des versions favorables et silence des voix dissidents. Dans le cas de Samuel, la version byzantine a été imposée, éclipsant d'autres perspectives, peut-être plus équitables ou nuancées, qui pourraient exister. Mais l'histoire de Samuel n'est pas restée dans les chroniques byzantines. C'est devenu une légende, une histoire transmise de génération en génération, modifiée et amplifiée au fil du temps. Réfléchissez à la façon dont l'histoire se transforme en bouche, comment les détails sont ajoutés, les conséquences sont exagérées, jusqu'à ce que la réalité fonde de fiction. Imaginez les villageois, des siècles plus tard, racontant l'histoire autour du feu, ajoutant des détails macabres à la cécité des soldats, transformant Samuel en un personnage presque mythique, un roi vengeur et puissant, capable d'infliger des punitions divines. Et la légende est devenue un avertissement, un exemple des conséquences de la désobéissance ou de la trahison. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Ainsi, l'histoire de Samuel a transcendé son temps. Elle est devenue une partie du folklore bulgare. Une histoire qui s'adapte et se transforme en fonction du temps et du contexte. Son impact s'étend à ce jour, non seulement comme un fait historique débattu, mais comme un mythe, une légende qui dure dans la mémoire collective. Pensez à ce que je vous ai dit. Des milliers de soldats aveugles. Comment est-ce arrivé? La version officielle parle de la vengeance de Samuel, mais et s'il y a d'autres explications? Une hypothèse indique une maladie infectieuse, peut-être une conjonctivite épidémique extrêmement virulente, capable de provoquer une cécité temporaire ou permanente. À cette époque, le manque d'hygiène et les conditions de vie précaires dans les camps militaires auraient pu favoriser la propagation rapide d'un pathogène. Une autre théorie suggère une attaque avec des armes chimiques rudimentaires. Imaginez une substance irritante, peut-être basée sur des herbes toxiques ou de la chaux, lancée par les Bulgares ou même accidentellement. Une exposition prolongée à une telle substance aurait pu provoquer une irritation extrême, conduisant à une cécité temporaire ou même permanente, selon la concentration et la durée du contact. N'oublions pas que la guerre médiévale était brutale et peu orthodoxe. Enfin, nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'une exagération délibérée dans les chroniques byzantines. N'oubliez pas que ces chroniques servaient souvent à des fins politiques et que l'agrandissement de la défaite de l'armée ennemie pourrait être un moyen d'augmenter le prestige de l'Empire. La figure de 1000 soldats aveugles pourrait être une simplification ou même une invention, une façon de mettre en évidence l'ampleur de la victoire byzantine et la cruauté de l'ennemi. Mais revenons à la cécité de ces milliers de soldats. Que se passerait-il si, au lieu d'une maladie ou d'un stratagème militaire, l'explication résidait dans la foi? Pour le peuple de l'époque, l'intervention divine était une explication commune pour les événements inexplicables. Pensez Y. Toute une armée, privée de la vue, un coup dévastateur qui pourrait être interprété comme une punition divine pour une transgression, réelle ou perçue. Imaginez la perspective religieuse de l'époque. Pour beaucoup, la victoire militaire n'était pas seulement une question de stratégie et de force, mais aussi de la bénédiction divine. Une défaite aussi écrasante que la cécité massive pourrait être considérée comme un signe clair de la colère de Dieu, une punition pour la fierté, la cruauté ou le manque de piété sur le champ de bataille. La foi a joué un rôle crucial dans la vie de ces gens, façonnant leur compréhension du monde et des événements qui se sont produits. Peut-être que dans cette perspective, la cécité n'était pas seulement une tragédie, mais aussi une leçon, un rappel de la puissance supérieure et du besoin d'humilité avant la volonté divine. Pour comprendre l'histoire de Samuel, nous devons essayer de voir le monde à travers les yeux de ceux qui l'ont vécu, compte tenu de l'influence profonde de la religion dans son interprétation des événements. Était-ce une punition divine? C'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre après avoir analysé toutes les possibilités. Imaginez, un instant, que la cécité n'était pas un miracle divin, mais la conséquence de l'action humaine. Pensez à la logistique d'une armée. Planification, approvisionnement, hygiène. Une erreur dans l'un de ces aspects, à une époque sans la compréhension moderne des maladies, aurait pu provoquer une épidémie. Si la cécité était le résultat d'une intoxication alimentaire massive. Peut-être que le roi, dans son arrogance, a ignoré les avertissements de la qualité de la nourriture. Ou pensez à la possibilité de sabotage. Peut-être un ennemi, connaissant la vulnérabilité de l'armée, de l'eau contaminée ou des sources alimentaires. Une action subtile et presque imperceptible à l'époque, ce qui a déclenché une terrible conséquence. La cécité serait donc le résultat d'une guerre chimique primitive, un acte de guerre silencieuse et dévastatrice. Même sans arriver à la méchanceté, que se passe-t-il si c'était une simple négligence? Un manque de prévision, une surveillance de la gestion de la santé des troupes, ce qui a conduit à une maladie infectieuse. Dans ce contexte, la cécité pourrait être la conséquence de la cécité administrative, un manque d'attention aux détails qui ont eu des conséquences catastrophiques. Il est facile de juger de notre point de vue actuel, mais pour eux, l'explication aurait pu être beaucoup plus banale. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais qu'est-ce qui est au-delà de la légende? Samuel a consolidé un formidable empire bulgare, étendant son influence par les Balkans. Pensez à l'ampleur de son règne. Les villes fortifiées, les routes commerciales florissantes, une armée puissante, tout cela a laissé une marque indélébile dans la région.
Son héritage politique a transformé la structure du pouvoir en Balkans. Imaginez l'impact de l'unification des territoires fragmentés sous une seule couronne. Cela a non seulement apporté de la stabilité, mais a également favorisé le développement économique et culturel de la région, créant une identité bulgare-macédonie qui dure à ce jour. Les réformes administratives et militaires mises en œuvre par Samuel ont mis les bases des futurs États de la région. Son système d'organisation, bien que adapté aux circonstances de l'époque, a servi de modèle aux dirigeants ultérieurs. Pensez à l'influence qu'il a eue sur la structure politique des Balkans pendant des siècles après sa mort. Bien que son empire soit finalement tombé, l'impact de Samuel sur l'identité culturelle des Balkans est indéniable. Son règne a laissé une empreinte dans l'architecture, l'art et les traditions de la région, des éléments que nous pouvons même apprécier aujourd'hui, des témoins muets de sa puissante influence. Mais qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire des milliers de soldats en aveugle? La vérité, comme cela se produit généralement, est beaucoup plus complexe que la légende. Les historiens modernes soulignent une exagération importante du nombre de victimes. Il est probable que la punition, bien que brutale, n'atteindra pas l'échelle épique du mythe. On pense que Samuel, dans son empressement à maintenir le contrôle et à intimider ses ennemis, a infligé de graves sanctions, mais probablement un nombre plus faible de prisonniers. La cécité était une punition courante à l'époque, un symbole d'humiliation et de perte de pouvoir, mais 1000 soldats, c'est une figure qui s'est probablement gonflée au fil du temps. N'oubliez pas que l'histoire est construite avec des histoires orales et que les légendes ont tendance à amplifier les faits pour générer un plus grand impact. La légende et les soldats en aveugle de Samuel sert d'exemple de la façon dont la mémoire collective peut transformer et exagérer des événements historiques, créant des mythes qui perdurent au cours des siècles. Alors, Samuel a-t-il vraiment aveuglé des milliers de soldats? La réponse courte est non, probablement pas. Les chroniques médiévales, bien que fascinantes, ont souvent exagéré les faits pour créer un impact plus important. N'oubliez pas que les informations ont été transmises oralement pendant longtemps avant d'être écrites, et dans ce processus, les détails ont été déformés ou agrandis. Pensez Y. Comment pourriez-vous aveugler autant de soldats efficacement à ce moment-là? Il n'y avait pas de technologie pour le faire massivement. Il est plus probable que le nombre de soldats touchés était beaucoup plus bas, peut-être même seulement quelques-uns, qui ont été utilisés comme exemple pour en dissuader les autres. Une autre question fréquente est, pourquoi cet acte cruel est-il attribué à Samuel? La réponse réside dans la nécessité de construire une image puissante de la règle. Les rois et les empereurs ont souvent bénéficié de la propagande, et une histoire comme celle-ci, bien que exagérée, a servi à démontrer leur force et leur capacité à prendre des décisions implacables. En résumé, l'histoire du roi Samuel et des soldats en aveugle est un mélange de réalité et de légende. Bien qu'une sorte de punition extrême se soit produite, l'ampleur de l'histoire a été amplifiée au fil du temps. L'important est de comprendre le contexte historique et la fonction de ces histoires dans la construction d'un pouvoir réel. Mais où obtenons-nous toutes ces informations? Pour comprendre l'histoire de Samuel, nous ne pouvons pas dépendre uniquement d'une source. Nous devons analyser plusieurs chroniques médiévales, des écrits byzantins et même quelques inscriptions de pierre qui ont survécu au temps. Il s'agit d'une œuvre de détective historique, où chaque élément d'information, aussi petit, peut changer notre compréhension des faits. L'une des sources clés est l'œuvre de Rohan Skylitzs, un chroniqueur byzantin du XIe siècle. Elle offre son point de vue, bien sûr, du point de vue byzantin, mais ses descriptions, bien que parfois biaisées, nous donnent une idée du temps et des conflits entre les deux empires. N'oubliez pas que chaque source a ses propres biais, et c'est votre travail en tant que chercheur pour les analyser de manière critique. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. En plus des chroniques, il existe des études modernes sur les historiens qui ont consacré des années à analyser ces sources primaires. Ces œuvres académiques, souvent publiées dans des magazines spécialisés, offrent des interprétations et des analyses plus profondes. Je recommande de chercher du travail d'auteurs spécialisés dans l'histoire de la Bulgarie médiévale. Dans la description de la vidéo, vous trouverez quelques exemples afin que vous puissiez commencer vos propres recherches. N'oubliez pas que l'histoire est un processus continu de recherche et de réinterprétation. De nouvelles preuves archéologiques ou analyses des sources existantes peuvent modifier notre compréhension du passé. Alors, continuez à apprendre, continuez d'enquêter et de former votre propre opinion sur l'histoire de Samuel de Bulgarie. Et maintenant, un moment pour vous remercier d'être ici, de regarder cette vidéo. Votre soutien est ce qui me permet de continuer à enquêter et à créer du contenu sur ces histoires fascinantes. Sans votre intérêt, ce projet ne serait tout simplement pas possible. Merci d'avoir fait partie de cette communauté qui grandit de jour en jour, de partager et d'apprendre ensemble sur l'histoire de la Bulgarie. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements aux sponsors qui rendent possible la production de cette vidéo. Sa générosité vous permet de consacrer le temps nécessaire à la recherche, l'édition et la création de contenu de qualité. Merci d'avoir cru en ce projet et à l'importance de préserver l'histoire. Et bien sûr, un grand merci à tous les collaborateurs qui ont participé à ce projet. Des historiens qui m'ont aidé avec l'enquête, aux concepteurs et éditeurs qui ont donné vie à cette vidéo. Votre travail, votre dévouement et votre passion sont la clé de ce succès. Merci pour tout. Et en parlant d'histoires oubliées, que pensez-vous si nous explorons la vie de Boris I, celle qui unifiait la Bulgarie?
Son règne était marqué par des batailles épiques et des décisions cruciales qui ont forgé le sort du pays. Dans la prochaine vidéo, j'entrerai votre ascension au pouvoir et les stratégies qu'il a utilisées pour consolider son empire. Nous verrons comment il a unifié les tribus rivales et posé les fondements du Bulgare médiéval que nous connaissons. Ensuite, nous nous plongerons dans le mystère des tombes de Pliska, la vieille capitale. Nous découvrirons les intrigues palatiales, les secrets cachés après les impressionnantes structures funéraires et les précieux artefacts qui révèlent la richesse et la puissance de l'élite bulgare. Préparez-vous à un voyage dans le passé, plein de mystères et de découvertes fascinantes. Et pour terminer ce petit échantillon de ce qui arrive, je vous dis une vidéo sur Siméon I, le grand tsar qui a conduit la Bulgarie à son âge d'or. Nous parlerons de ses victoires militaires, de son ambition et de son héritage comme l'un des dirigeants les plus importants de l'histoire bulgare. Un personnage fascinant qui vous laissera essouffler. J'espère que vous avez aimé cette histoire choquante. Et si vous l'avez aimé, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Que pensez-vous de la punition de Samuel? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et Speak.